Noah, on ne vous entend pas. C'est bien de me le dire. Merci. Alors, écoutez, je recommence. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des conférences mémorables. C'est un plaisir de vous voir, surtout que je reconnais plusieurs noms familiers qui se joignent à nous à chaque mois. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans un événement bien particulier puisque c'est la Semaine nationale des proches aidants. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui notre conférencière, Dr Véronique Dubé. Avant de commencer, mon nom est Noa Bengayed. Je suis directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et les conférences mémorables sont rendues possibles grâce à un apport financier d'Ila Lilly de CCNV et également la collaboration de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Pour tout ce qui est question logistique, donc vous nous entendez via soit le son de votre ordinateur ou via le téléphone au numéro qu'on vous a envoyé. Et nous sommes également en direct sur notre page Facebook. Donc, pour ceux qui se joignent à nous par ce biais-là, vous nous écoutez a priori via soit votre téléphone ou votre ordinateur. Également, la présentation d'aujourd'hui va durer plus ou moins 50 minutes avec une période de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte de questions-réponses pour poser vos questions au fur et à mesure que notre conférencière présentera le contenu et on prendra le temps à la fin d'avoir justement cette discussion, de poser vos questions et d'avoir un échange avec Dr Dubé. Sans plus attendre, permettez-moi également donc de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, qui est donc professeure Véronique Dubé. C'est un plaisir de vous avoir. Une courte présentation de professeur Dubé. Au cours des 20 dernières années, Madame Dubé a travaillé auprès de la clientèle âgée et de leurs proches aidants en tant qu'infirmière clinicienne, monitrice et conseillère en soins spécialisés, tant en centre d'hébergement et de soins de longue durée qu'en centre hospitalier. Elle est détentrice d'un doctorat en soins infirmières de l'Université de Montréal et d'un postdoctorat réalisé au Toronto Rehabilitation Institute. Elle est également professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et la première titulaire de la chaire de recherche Marguerite Youville d'intervention humaniste en soins infirmiers. Elle est chercheuse régulière au sein du carrefour de l'innovation du centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal et chercheur associée au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Madame Dubé est chercheuse boursière junior catégorie 1 du Fonds de recherche de Québec en santé, le FRQS, jusqu'en 2022. Et outre ses champs d'intérêt pour les soins aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, leurs proches aidants et le développement professionnel des infirmières, sa programmation de recherche porte plus spécifiquement sur le développement de l'évaluation d'interventions de formation et de soutien bimodal, soit en présentiel et sur le web, destinées aux proches aidants dont les conjoints étant de personnes atteintes précocement, moins de 65 ans, de troubles neurocognitifs de type maladie d'Alzheimer ou autres maladies neurocognitives. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, surtout justement pour cette semaine nationale des proches aidants. La parole est à vous. Je vous remercie, Noa, pour cette présentation. Je vous remercie également pour cette invitation, ainsi que les gens qui prennent le temps de se joindre à nous sur l'heure de leur lunch souvent pour la présentation que je vais faire aujourd'hui, qui s'intitule « Apprendre pour cheminer ensemble », donc une intervention pour soutenir les conjoints aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à début précoce. Alors, comme Noa le mentionnait, il s'agit cette semaine de la Semaine nationale des proches aidants du 1er donc au 7 novembre 2020. J'en profite également pour remercier les proches aidants qui seraient à l'écoute, qui sont avec nous aujourd'hui et qui accomplissent un travail vraiment colossal, souvent dans l'ombre, et qui ont de grandes retombées pour la personne qu'ils aident, définitivement un impact dans leur quotidien, mais également un grand impact au plan social. Et je suis particulièrement contente de voir que récemment, une nouvelle loi, la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives, a été adoptée
le 28 octobre dernier. C'est un grand moment pour le Québec. J'espère que nos proches aidants auront toute la reconnaissance qu'ils méritent, mais également le soutien dans leur important rôle qu'ils jouent au sein de notre société. L'objectif de cette loi-là est de permettre justement aux proches aidants de se reconnaître en tant que tels, mais aussi d'être reconnus et accompagnés par l'ensemble de la société. Alors, je voudrais, avant de débuter mon propos, tout simplement parler très brièvement des travaux de la Chaire de recherche Marguerite Duville, qui vise principalement à développer et à évaluer des interventions auprès de personnes en situation de vulnérabilité pour son volet recherche. Mais c'est une chaire un peu particulière qui a également un volet de formation. Elle nous permet donc d'aller à la rencontre de différents acteurs afin d'échanger sur des interventions dites humanistes, des interventions qui sont centrées sur la personne, sur sa singularité, sur ses expériences, ses besoins et qui vont s'ancrer aussi dans ses forces. On mise sur le potentiel des gens et ce qu'elles veulent accomplir ces personnes. Alors, la programmation de recherche comme telle porte sur le développement et l'évaluation d'interventions psychoéducatives, donc des interventions qui visent autant le soutien que la formation à l'intention des proches aidants de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Prendre soin d'une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer, ça se décline de différentes façons. Il y a différents visages, qu'on pourrait dire. C'est une mosaïque qui est hétérogène. Alors, lors de cette présentation aujourd'hui, je vais prendre juste une portion de l'ensemble des visages de la proche aidance, soit celui des conjoints aidants d'une personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs à début précoce. Alors, on va se focusser sur une portion, soit les conjoints aidants d'une personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer à début précoce, incluant également les autres troubles neurocognitifs, que ce soit les dégénérescences frontotemporales ou encore la maladie d'accord de Lewy ou les troubles neurocognitifs mixtes. Alors, c'est ce qui lancera finalement le début de cette présentation. Pour vous mettre en contexte, je ne sais pas jusqu'à quel point je ne vous vois pas, je ne vous connais pas à travers les écrans noirs qui sont notre nouveau mode de fonctionnement. Si vous êtes peut-être moins familier avec la maladie d'Alzheimer, j'aimerais vous inviter, si vous avez un peu de temps, à prendre 2 minutes, éventuellement, pour regarder la bande-annonce du film Still Alice, toujours Alice en français, qui est paru en décembre 2014. Pourquoi je vous invite à regarder ça? C'est certainement très romancé, mais en même temps, j'aimerais que vous découvriez un peu comment ça se traduit finalement de vivre avec la maladie d'Alzheimer à début précoce. Vous y découvrirez une protagoniste, Julianne Moore, qui incarne une professeure d'université, Alice, qui va célébrer son 50e anniversaire avec son mari, son conjoint, et leurs 3 enfants adultes. Et elle est nouvellement diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer à début précoce. Vous allez voir un peu ce qui se passe autour de ce diagnostic. Bien que le personnage central du film soit Alice, j'aimerais que quand vous allez regarder cette bande-annonce-là, vous portiez davantage attention finalement au personnage secondaire, le conjoint d'Alice. Comment il réagit face à l'annonce du diagnostic? Comment ils font comme couple pour annoncer ce diagnostic-là à leurs enfants, à leur entourage? Quelles sont les émotions qui sont vécues par le conjoint et la famille? Alors, c'est comme si je vous amenais à porter votre attention sur les personnages secondaires de cette histoire-là, plutôt que le personnage principal. Et pourtant, ces personnages secondaires-là sont des acteurs principaux dans la vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, allons voir un peu de quoi il en retourne. En termes de statistiques, j'aime pas beaucoup les statistiques, mais quand même, ça nous permettra peut-être de se faire une idée. Vous êtes davantage familier avec tout ce qui touche la maladie d'Alzheimer si vous avez un intérêt pour les travaux qui se réalisent au sein de la Fédération. Alors, vous savez très certainement, même mieux que moi, toutes les statistiques. On disait que toutes les 3 secondes, une personne développe la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée dans le monde. En 2017, on évaluait à peu près 50 millions de nombre de personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce nombre-là va être amené à doubler tous les 20 ans. Si on regarde de façon un peu plus locale, on va dire. Au niveau du Canada, c'est 500 000 Canadiens qui sont atteints d'un trouble neurocognitif. Également connu, comme je vous disais, sous le terme des DFT, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie cérébrovasculaire et autres. Donc, il s'agit, on la connaît bien, cette maladie d'Alzheimer-là, pour les motifs qu'on connaît sur la mémoire. Elle affecte la mémoire, la pensée, mais également le comportement et les émotions.
Mais qu'en est-il chez les plus jeunes? Alors, parmi ces 500 000 Canadiens-là qui sont atteints de troubles neurocognitifs, on dira qu'ils comprennent également les personnes qui sont atteintes à un âge plus jeune. Donc, les Early Onset Dementia ou les Young Onset Dementia qu'on appelle dans le langage, dans le jargon un peu plus recherche. Elle compose 3% de l'ensemble des personnes qui devront donc vivre avec cette maladie-là. Aux alentours de 3%, selon les dernières données de l'Institut canadien d'information sur la santé. D'autres études vont parler de 2 à 9% de l'ensemble des cas diagnostiqués de la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que ça représente un faible nombre, ce n'est pas un grand nombre. Pourtant, peu importe que ce pourcentage-là soit faible, ça n'enlève en rien les besoins d'aide que requièrent les personnes qui sont atteintes de la maladie. Et qui procure cette aide-là? Eh bien, c'est l'entourage, les parents, la fratrie, les amis, les voisins, mais plus particulièrement le conjoint qui deviendra un conjoint aidant. Que le rôle de proche aidant de personnes âgées de 65 ans et plus, qui s'occupent d'une personne donc, atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça a des conséquences sur la santé physique et psychologique. Il y a un bon nombre d'études qui ont porté sur leurs besoins, sur les effets de diverses interventions du sein de différents services. Par contre, qu'en est-il quand on devient un conjoint aidant au mi-temps de sa vie de son conjoint, ce qui est qu'on a encore à conjuguer avec le marché du travail, différents rôles, dont ceux de travailleurs, de parents, parents de jeunes enfants, enfants adolescents ou encore jeunes adultes, mais également en tant qu'enfants de parents qui sont également vieillissants et qui, peut-être, nécessiteront aussi du soutien. Il est avancé dans différentes études que le 2/3 des aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à début précoce ont estimé que leur niveau de bien-être est faible ou très faible et que leur bien-être décroît avec la durée de la prise en charge. Et si on comparait ce que ces jeunes aidants-là vivent versus ceux d'aidants d'aînés, il semblerait que le fardeau ressenti serait plus élevé, donc chez les plus jeunes, que chez les plus aînés. Le besoin d'aide du sein de ces conjoints aidants-là, plus jeunes, sera également différent de ceux des aînés. D'ailleurs, à défaut d'avoir qui est adapté à leur âge, en tant que professionnels, on leur offre le même type de soutien que les aînés. Alors, ces jeunes aidants-là ne se reconnaissent pas nécessairement dans ce soutien et les services qu'on leur offre. Au point de vue personnel, il est évident que ça a un impact au niveau de la santé, de la qualité de vie. C'est également avoir à conjuguer avec les multiples rôles. C'est devoir voir sa relation conjugale qui est transformée, ses relations familiales. C'est également un impact et des répercussions au niveau professionnel. On va voir que certains conjoints aidants vont diminuer leur nombre d'heures de travail, vont penser, envisager une retraite anticipée, parfois décider très rapidement de prendre cette retraite de façon anticipée. C'est une difficile conciliation entre le rôle d'aidant et de travailleur et les autres rôles. Au point de vue social, c'est également un entourage qui peut prendre ses distances. Alors, notre conjoint aidant peut vivre de l'isolement social. Avoir l'impression de vivre un peu en décalage ou en marge avec son cercle d'amis qui ne vit pas du tout les mêmes étapes que lui de sa vie. C'est également des impacts au niveau financier. Un seul revenu plutôt qu'une certaine précarité financière. Alors qu'on doit piger dans des économies qu'on n'avait pas pensé utiliser pour venir en aide à son conjoint à un âge si jeune. Il y a différentes autres répercussions et ça, c'est quand même relativement bien documenté dans les écoles. Quels sont donc nos fameux besoins chez ces aidants-là? Bien que la littérature ne soit pas si abondante, on a quand même certaines études, on va dire phares, qui nous guident sur les besoins de ces conjoints aidants dits plus jeunes. Il semblerait donc que la période qui va entourer le diagnostic de la maladie est un moment très éprouvant. Certains vont l'avoir qualifié, certains chercheurs vont avoir qualifié ce moment d'une quête d'un diagnostic qui est très longue. Entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic, il n'est pas rare qu'il y ait plusieurs années qui s'écoulent, voire jusqu'à 5 ans. On s'entendra que c'est un diagnostic qui est assez improbable chez des gens en bas de 65 ans, qui sont plus jeunes que 65 ans. Et donc, on pense à différents autres diagnostics avant de penser à celui de la maladie d'Alzheimer. Ce que les aidants mentionnent,
c'est que les besoins d'information et de soutien sont particulièrement insatisfaits en début de parcours d'aide. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est recevoir spécifiquement de l'information sur les ressources d'aide disponibles et savoir comment les obtenir. C'est savoir comment annoncer le diagnostic de la maladie et ses conséquences à l'entourage immédiat. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on aborde ce diagnostic-là et cette maladie-là avec les enfants en bas âge, avec des adolescents, avec des jeunes adultes? Comment est-ce qu'on obtient davantage de soutien de notre réseau familial? Comment est-ce qu'on peut mobiliser notre entourage? Est-ce qu'il y a des stratégies pour demander de l'aide? Quelles sont-elles? Comment est-ce que je pourrais développer les habiletés à composer au quotidien avec ce qu'on appelle dans le jargon des professionnels les fameux SCPD, les fameux symptômes comportementaux psychologiques qui sont associés à la maladie ou aux autres troubles neurocognitifs? C'est également de recevoir de l'aide au moment qui convient, qui va être personnalisé à mon contexte d'un aidant d'une personne qui est plus jeune, avec des enfants et qui est encore sur le marché du travail. Comment je vais faire pour réduire le stress qui est inhérent à mon rôle d'aidant, qui s'ajoute à mes autres rôles? Comment est-ce que je peux faire pour disposer de temps pour moi-même, pour mes propres activités? Et comment est-ce que je peux faire pour aider mon conjoint pour qu'il puisse bénéficier d'activités qui sont encore stimulantes et surtout adaptées à son âge et à ses capacités? Alors, autant de besoins qui ont été recensés dans certaines études. Les interventions éducatives et de soutien adaptées à ces conjoints aidants ainsi que les services requis à leur situation qui est très singulière, je le disais en début de présentation, et aux besoins spécifiques liés à leur groupe d'âge vont demeurer rarissimes et n'ont pas nécessairement fait l'objet d'évaluations systématiques, je devrais dire. Alors, les conjoints aidants soulignent encore une fois le manque criant d'intervention de soutien de services ajustés à leur situation et ce, plus particulièrement au moment du diagnostic ou aux alentours de ce diagnostic-là. Donc, afin de répondre en partie à ces besoins-là, nous avons voulu développer, valider, mettre à l'essai et évaluer de façon qualitative et quantitative une intervention psychoéducative individuelle qui visait à favoriser une transition harmonieuse vers le rôle de conjoint aidant de personnes précocement atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cette intervention-là a été développée pour être offerte selon deux modalités au choix de l'aidant, soit en face-à-face, le fameux présentiel, ou encore sur le web. Alors, pour réaliser cette étude-là, nous avons décidé d'opter pour une recherche-action où nous adoptions une approche très participative et collaborative qui permettra aux conjoints aidants, mais également aux professionnels de la santé, d'exprimer leur point de vue à différentes étapes du projet et donc d'être des parties intégrantes, des personnes signifiantes dans le processus de la recherche dans une perspective de co-construction. Nos conjoints aidants et les professionnels de la santé ont contribué donc à l'ensemble des différentes étapes du projet. À la droite, vous avez un schéma qui vous présente rapidement les différentes spirales de recherche-action telles que proposées par des auteurs, Camis et McTaggart, pour ne pas les nommer, qui œuvrent davantage au sein de la recherche-action dans ces devis de recherche-action. Ici, représentés, vous avez deux cycles de recherche-action qui comprennent chacune les phases de planification, d'action-observation et de réflexion, ce qui nous permet à chacune des étapes de nous valider dans notre processus. Le premier cycle, qui est celui qui apparaît à l'écran, qui est encerclé en vert, de cette recherche, visait à développer l'intervention, mais également à la valider auprès de conjoints aidants qui ont vécu la situation d'être un conjoint aidant d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer à début précoce, puis qui nous ont guidés dans l'ajustement de cette intervention-là. Et on a inclus aussi des professionnels de la santé pour nous permettre de voir, en termes de faisabilité et d'acceptabilité, qu'est-ce qu'il en était. Le deuxième cycle visait plus particulièrement la mise à l'essai et l'évaluation qualitative et quantitative de l'intervention à prendre pour cheminer ensemble. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le cœur de l'intervention comme telle. Alors, le développement de l'intervention
a été basée sur les études de besoins qui ont été réalisées antérieurement, mais également une vaste revue des écrits. Cette intervention-là, à terme, se déclinait en 7 sessions thématiques. Et les contenus seront présentés juste un peu après de façon macro, avec les objectifs qui étaient visés pour chacune des 7 sessions thématiques. Dans la façon de dispenser cette intervention-là, c'est que chacune des sessions est d'une durée approximative de 90 minutes. Alors, l'intervention comme telle se décline sur 7 semaines, pas tout à fait 2 mois. Chacune des sessions est accompagnée par une et seule même professionnelle de la santé qui va agir en tant qu'accompagnatrice, donc durant les 7 sessions. Donc, il y a un lien qui se crée entre le conjoint aidant et la professionnelle de la santé. L'aidant choisit parmi une des 2 modalités qui sont offertes. Alors, est-ce qu'il préfère avoir une intervention en face à face, donc des rencontres individuelles entre le conjoint aidant et son accompagnatrice chaque semaine, pendant cette semaine, ou encore s'il préfère avoir une intervention sur le web au moyen d'une plateforme sécurisée. À ce moment-là, l'intervention est dite en mode asynchrone pour permettre plus de flexibilité à l'aidant. Ainsi, sur une période d'une semaine, l'aidant effectue des lectures sur la plateforme, va réaliser certains exercices, certaines activités. Il va les acheminer à son accompagnatrice, sa professionnelle de la santé, qui fera une rétroaction écrite sur ces exercices et qui répondra à certains de ses questionnements. C'est la même intervention, mais c'est 2 modalités différentes. Ainsi, je vous disais, l'intervention est composée de différents contenus thématiques, également donc des contenus qui sont à lire, à échanger, à télécharger, à écouter si vous êtes sur le web, ou encore écrite dans un cahier qui est remis à l'aidant, un document. C'est également un moment privilégié pour l'aidant pour tenter différentes activités, faire des exercices, avoir la rétroaction, le feedback, si vous préférez, de son accompagnatrice, et également de tenir un journal entre les sessions qui lui permettront de voir sa propre progression, mais également certaines activités qu'il réalisera avec son conjoint, ses propres réflexions et les stratégies qu'il développera pour son bien-être personnel. À cela s'ajoute une initiation, tout en douceur, à chacune des sessions, à la présence attentive ou, si vous préférez, la pleine conscience. À l'écran, ce que vous voyez, c'est donc les différentes modalités de cette intervention-là. Et vous avez une capture d'écran qui vous présente finalement la page d'introduction de la plateforme web qui est sécurisée et qui est accessible donc pour les aidants qui suivent le programme. Alors, parmi les thèmes qui sont couverts, 7 thèmes, comme je vous mentionnais, un à chaque semaine. Alors, le premier, et vous reconnaîtrez que nous avons vraiment tenté de nous en tenir vraiment aux besoins qui avaient été identifiés par les conjoints aidants. Le premier étant être aidant dans un moment inattendu de ma vie. La deuxième session, comment avoir une vie personnelle malgré mes multiples rôles. 3e session, comment maintenir le potentiel de mon conjoint et bien communiquer. M'ouvrir aux autres et demander de l'aide. 5e session, quand les comportements de mon conjoint en viennent à être dérangeants. 6e, l'avenir, des défis pour moi et mon conjoint. Et enfin, le bilan des apprentissages qui est réalisé. Je vous inviterai maintenant à les forer davantage dans chacune ou à tout le moins de voir les objectifs qui sont visés pour chacune des sessions. Alors, être aidant dans un moment inattendu de ma vie demande à faire une première rencontre, finalement, entre l'accompagnatrice, la fameuse professionnelle de la santé, et le conjoint aidant, afin qu'il puisse lui décrire l'histoire de la maladie et de ses impacts jusqu'à maintenant. C'est aussi le moment de faire une espèce de portrait, un Polaroid de l'entourage, la famille immédiate, la famille élargie, des personnes significatives de l'entourage. C'est aussi un moment pour l'aidant de formuler ses questions et préoccupations depuis l'apparition de cette maladie-là et d'inviter à l'amorce de la tenue d'un journal. 2e session. Comment avoir une vie personnelle malgré mes multiples rôles? À ce moment-là, on tente de prendre conscience des multiples rôles auxquels s'ajoute le rôle d'aidant, mais aussi les impacts de ces rôles-là dans le regard du conjoint aidant.
C'est également d'être capable d'identifier les principaux stresseurs qui vont être liés à ce rôle-là, de développer ou de maintenir la capacité d'avoir de bons moments en prenant soin de soi comme aidant et en se donnant des activités qu'on trouve agréables. Et c'est aussi d'identifier des stratégies qui fonctionnent pour faire face aux difficultés, mais aussi d'en apprendre de nouvelles pour mieux composer avec ces situations-là, le stress qui est vécu, pour tendre vers un plus grand bien-être. Parmi les stratégies qui sont discutées, on va parler entre autres de résolution de problèmes, on va parler également de recadrage, on va parler de gestion de stress, mais également, comme je vous mentionnais tantôt, on aborde la pleine conscience avec de petits exercices qui se font à chacune des sessions. Troisième session, comment maintenir le potentiel de votre conjoint et bien communiquer. Alors, on tente de valoriser le conjoint en reconnaissant les capacités qui sont toujours présentes. Et on mise sur ces capacités toujours présentes pour avoir des échanges qui sont et des moments qui sont agréables. C'est connaître les différentes façons d'intervenir pour stimuler son conjoint et c'est de communiquer de façon la plus efficace possible et préserver cette communication-là avec le conjoint aidé. À la session 4, on parle de s'ouvrir aux autres et demander de l'aide. Une session encore là assez charnière où le conjoint aidant doit apprendre à tranquillement se dévoiler, à discuter ou à présenter ou à identifier ses propres besoins de soutien avec son entourage également et avec les ressources du milieu. C'est explorer l'aide possible du proche et des ressources dans son milieu pour combler ses propres besoins et c'est aussi apprendre à faire une demande d'aide. On fait un exercice à cet effet-là. Alors, une session qui était quand même, qui suit directement celle sur la communication et qui permet d'ouvrir son noyau, si vous voulez, de diade entre conjoint aidant et aidé vers l'extérieur. On essaie de sortir de l'isolement le plus possible. Quand les comportements de mon conjoint en viennent à être dérangeants, la 5e session, on tente de voir avec le conjoint aidant quels sont les comportements qui sont un peu plus difficiles. On tente de comprendre le sens de ces comportements-là, de mettre en place une stratégie d'action qui va être adaptée pour limiter l'impact de ces comportements dérangeants. Et on travaille également en périphérie à apprendre à évaluer en tant que conjoint aidant notre niveau de fatigue, à identifier des signes et les signes de fatigue et quelles sont les mesures qu'on peut utiliser pour y remédier. À la session 6, où est-ce qu'on parle de défis pour vous et le conjoint, on prend conscience des pensées et des émotions qui sont engendrées par la modification de la relation conjugale et on tente d'identifier face à l'avenir certains besoins éventuels et développer les capacités de relever les défis avec confiance. Toujours en respectant le rythme de chacun des aidants. Pour certains, ce sera des sujets qui seront un petit peu plus difficiles à aborder. Alors, comme professionnel de la santé, on y ira un petit peu plus en douceur et on respecte si l'aidant ne veut pas nécessairement se projeter trop dans l'avenir lors de cette session 6-là. Enfin, nous clôturons la 7e session par le bilan des apprentissages qui est réalisé, où on veut faire le point sur les apprentissages et les accomplissements qui ont été réalisés durant les semaines antérieures et évaluer les capacités avec l'aidant, c'est de l'auto-évaluation par l'aidant à transférer ses connaissances et ses habiletés à d'autres situations de sa vie quotidienne. C'est aussi une belle façon de marquer tout le chemin qu'il a parcouru et d'être fier de ses accomplissements-là. Et finalement, on termine la fin de ce programme-là avec les différentes ressources qui pourront être mobilisées par l'aidant dans la suite de son rôle en tant que conjoint aidant. La particularité de cette intervention-là, définitivement, réside dans sa composante essentielle qui est le lien entre l'accompagnement de la professionnelle de la santé et le conjoint aidant. Cette professionnelle-là, cette accompagnatrice-là, s'assure d'avoir une compréhension de l'expérience de vie du conjoint aidant. Elle veut le reconnaître, elle veut valoriser cette expérience de vie-là. Ça lui permet aussi de partager et de mieux saisir les valeurs, les croyances, ce qui est plus difficile, ce qui est plus facile, les préoccupations de l'aidant. Elle adopte une posture d'écoute, une écoute très attentive ou une lecture attentive lorsqu'il s'agit du web. C'est une capacité aussi de lire entre les lignes, d'aller saisir qu'est-ce que l'aidant veut dire, faire preuve de beaucoup d'empathie,
tout en normalisant certains événements reliés à l'expérience de vie, certaines émotions vécues. C'est d'offrir un soutien, de guider, de valoriser, d'encourager le conjoint aidant dans ses apprentissages et jusqu'à où il veut aller dans le respect de ce qu'il souhaite accomplir en tant que conjoint aidant. Alors, ça vient de clôturer un peu la portion sur le contenu de l'intervention comme telle. Maintenant, je vous amènerai aux étapes un petit peu plus de recherche que nous avons fait. La première portion avant d'ouvrir et d'offrir cette intervention-là à tous était de valider notre intervention une fois qu'on l'avait rédigée, qu'on avait placé les morceaux sur le web, qu'on avait pris en considération les différents besoins. On voulait vraiment s'assurer que c'était en adéquation avec les études de besoins qui avaient été menées auparavant, mais qu'on l'avait traduit correctement auprès de conjoints aidants qui ont vécu cette expérience-là depuis de nombreuses années. Alors, pour cette validation-là qui s'est réalisée dans la grande région de Montréal et de ses environs, nous avons recruté un échantillon de conjoints aidants qui avaient participé à l'étude de besoins, une étude de besoins qui avait été réalisée antérieurement par la professeure Francine Ducharme et son équipe. Et nous avions également recruté un échantillon de professionnels de la santé pour valider notre intervention. Ainsi, nous avons mené des groupes de discussion qui étaient composés de 3 à 4 aidants qui ont reçu donc cette intervention-là, qui ont pu la consulter, la lire, se l'approprier, et à qui on a demandé leurs commentaires sur différents aspects de l'intervention, plus spécifiquement sur les thèmes sélectionnés, sur les objectifs des sessions des différentes sessions de l'intervention, sur la pertinence, la clarté, la compréhension des contenus, la vulgarisation qui est utilisée, le nombre, la durée, la fréquence des sessions, les activités et les exercices qui étaient proposés. Est-ce que ça faisait sens? Est-ce que c'était réaliste? Est-ce que c'était faisable? Est-ce que c'était applicable? On voulait tout ça, évidemment, capter le plus possible d'informations. On a enregistré le tout, on a fait une retranscription, on a fait une analyse de contenu, on a revalidé avec ces conjoints aidants-là. Et chacun des groupes de discussion était approximativement de 120 minutes. On a fait la même démarche avec un groupe également de professionnels de la santé. Alors, rapidement, je vous présente le profil des gens qui ont participé au processus de validation. C'était des conjoints aidants et également des professionnels de la santé. 11 conjoints aidants, 8 professionnels de la santé, comme je vous disais. Ces données-là nous indiquent que la majorité des aidants qui ont participé sont des femmes. L'âge moyen était de 63 ans, avec un écart type de 3 ans. Et concernant les aidés, comme vous le voyez, c'était des personnes dont la moyenne d'âge était de 62, presque 63 ans, à plus grande proportion de sexe masculin. Le nombre d'années depuis le diagnostic, juste pour vous montrer comment c'était des aidants qui avaient de l'expérience dans cette situation-là et qui étaient capables de nous challenger et nous amener à réfléchir plus loin, était depuis 7 ans, mais les premiers symptômes remontaient à plus de 9 ans. Alors, ça vient un peu corroborer ce qui a été dit dans les présentations ou la quête du long diagnostic. Ici, c'est des gens dont le diagnostic avait été établi à peu près dans les 3 ans suivant les symptômes, les premiers symptômes. Nos intervenants qu'on est allés aussi questionner aux professionnels de la santé, c'était des femmes, comme on retrouve beaucoup dans le réseau de la santé. Nous n'avions pas d'hommes dans notre échantillon. C'était des femmes âgées en moyenne de 54 ans, des travailleuses sociales, des infirmières qui œuvrent auprès de la clientèle ayant des troubles neurocognitifs et avec une grande expérience, évidemment, auprès de cette clientèle-là, près de 21 ans d'expérience. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces gens-là, de notre intervention? On avait très hâte de savoir si on avait bien capté ce qui était nécessaire à mettre dans cette intervention-là avant d'aller faire une mise à l'essai plus large. Alors, au niveau du contenu, il y avait une convergence, premièrement, entre les propos des conjoints aidants et des intervenants. Alors, j'en ai pas fait la distinction ici, mais je voulais simplement que vous voyez un peu les éléments d'information qui sont convergents l'un et l'autre, et ce qui était apprécié, ce qui était moins apprécié. L'importance et la pertinence des thèmes abordés et des objectifs. Ça, c'était de façon générale très positif. Comment maintenir le potentiel de mon conjoint aidant bien communiqué quand les comportements de mon conjoint viennent à être dérangeants, étaient 2 thématiques plus particulièrement centrales et appréciées de la part des conjoints aidants.
Nous avions également introduit la notion de deuil blanc, qui était un élément qui était important puisque ça venait signifier une émotion que certains aidants avaient, mais qu'ils n'étaient pas capables d'exprimer ou qu'ils ne connaissaient pas ce référent-là de deuil blanc ou le type de deuil que l'on ressent lorsqu'une personne est atteinte d'un trouble neurocognitif n'a plus nécessairement la même présence au quotidien, bien qu'elle soit toujours présente sur le plan physique. Il y a une transformation de qui elle est. Alors, la notion du deuil blanc. Les exercices et les activités, on disait que c'était bien de ne pas avoir seulement des contenus. Les exercices viennent bonifier le processus de cheminement et ça permet vraiment de se mettre en action. On nous a demandé d'aborder un petit peu plus les aspects légaux et financiers ou à tout le moins d'aller ajouter peut-être des ressources et de donner plus d'exemples. Les aidants voulaient pouvoir se comparer, se valider avec d'autres situations. Alors, ça aide à voir pour eux qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses ou certaines émotions, certains sentiments. Alors, ça, c'est important de faire un ajustement à ce niveau-là dans le contenu. Au niveau de la structure, le nombre de sessions, la durée des sessions, la fréquence des sessions, ça semblait adéquat. La possibilité de moduler la fréquence en fonction de la réalité du conjoint aidant était une interrogation. On se disait, c'est tellement variable d'une journée à l'autre ce qui peut se passer. Est-ce qu'on va être capable de suivre le rythme? Est-ce qu'il y aurait de la possibilité de moduler la fréquence en fonction de ce qu'on vit au quotidien? Alors ça, c'était une demande qui avait été faite. Au niveau du processus, on disait qu'il y avait une belle gradation dans les thèmes, les contenus et les exercices qui permettaient d'avoir un lien qui se créait délicatement avec la professionnelle de la santé. On faisait donc ressortir l'importance que l'intervention soit réalisée avec la même personne tout au long de l'intervention. On disait que les contenus semblent abordés en douceur, avec respect du rythme du contexte, autant pour le conjoint aidant que pour la personne qui est atteinte de la maladie. Il y a une certaine personnalisation. On disait, ça donne l'impression qu'il a été rédigé juste pour nous, qu'il est personnalisé à notre situation. Et l'accompagnement par l'infirmière était essentiel, comme je vous le disais tantôt. L'importance de la personne ressource qui nous suit tout au long du processus, on ne se sent pas seul. On sent qu'on est accompagné, on sent qu'on a quelqu'un référent qui nous connaît. L'aspect qui serait amélioré, ou en tout cas qui a été souligné, qui a été demandé, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir un suivi après l'intervention? Alors ça, c'est toujours un enjeu quand on fait des interventions sur une certaine période de temps. Quel suivi est-ce qu'on peut accorder par la suite ou quelles ressources peuvent être mises en place? Tant qu'au choix de la modalité, ça, c'était vu comme étant positif. Ça offrait deux modalités. Les gens disent « j'irai selon celle qui me conviendra davantage » et de laisser au choix de l'aidant de ne pas être imposé était aussi jugé comme positif. Donc, à partir de cette validation-là, on a fait quelques ajustements en fonction des commentaires que nous avions reçus pour, par la suite, aller à la mise à l'essai et l'évaluation de l'intervention à travers la province. Alors, cette phase du projet s'est déroulée entre avril 2018 jusqu'à octobre 2020, donc tout récemment. Il y a des résultats là-dedans qui sont tout chauds, certains résultats qui sont aussi préliminaires. Alors, on visait de couvrir l'entièreté du Québec. En termes de recrutement, on visait des aidants, des conjoints aidants dont le conjoint aidant a reçu un diagnostic dans un laps de temps des derniers 24 mois. Si on se rappellera, dans l'étude des besoins, c'est particulièrement autour du diagnostic où il y a un besoin plus prégnant de soutien et d'information et de formation. On visait également, pour recruter ces aidants-là, de les trouver assez rapidement après l'annonce du diagnostic de leurs proches. Alors, on s'est associé avec des cliniques de cognition, de mémoire, de neuro, de CHU, de CIUS et également de certains organismes communautaires qui auraient pu avoir des conjoints aidants qui recherchaient aussi ce type d'aide-là. Était également demandé d'avoir une compréhension, une lecture et l'écriture en français minimale et étaient exclus de ces critères-là des gens qui étaient en psychothérapie ou en groupe de soutien pour nous permettre d'évaluer un peu les effets de notre intervention et non pas d'autres types de soutien.
Nos professionnels de la santé qui étaient recherchés avaient une expertise minimalement de 5 ans auprès des personnes atteintes de la maladie de Alzheimer et de leurs proches, devaient aussi participer à une formation qui leur permettait d'être standardisés à l'intervention selon, évidemment, ce qui avait été mentionné dans les contenus, d'une durée de 2 jours. Pour ce qui est du volet modalité web, on demandait tout simplement d'avoir une connaissance des fonctions primaires d'un ordinateur et d'avoir accès à un ordinateur ou Internet, que ce soit personnel ou un ordinateur personnel ou non, ou d'y avoir accès. Alors, la mise à l'essai et l'évaluation de l'intervention, c'était quand même un engagement qui était long pour les conjoints aidants. Si on regarde sur cette ligne de temps, on se rend compte qu'il y avait des questionnaires pré-intervention à compléter, l'intervention comme telle à prendre pour cheminer ensemble, qui est d'une durée de 7 semaines, une entrevue téléphonique post-intervention, une semaine post-intervention, des questionnaires post-intervention, et on voulait avoir un suivi également à 3 mois post-intervention pour voir qu'est-ce qui se passe un peu dans cette fameuse ligne du temps. Vous voyez, dans la section intervention à prendre pour cheminer ensemble, on avait la modalité présentielle ou face-à-face. On avait également la modalité virtuelle. Et entre les deux, vous voyez maintenant une modalité téléphonique. Je vous explique. C'est invité dans le projet de recherche, la COVID-19. Nos conjoints aidants qui avaient commencé l'intervention en présentiel compte tenu des restrictions sanitaires qui étaient en vigueur, ne pouvaient donc être dans un endroit de rencontre, dans une optique de recherche. Alors, on a continué nos interventions au niveau téléphonique. Alors, c'est pour ça que vous voyez cette espèce de modalité hybride-là qui est arrivée avec le contexte de la COVID. Alors, nous avions, comme je vous disais tantôt, une évaluation qualitative de l'intervention qui était faite par une intervieweuse, une évaluatrice, si vous voulez, externe au projet, à l'aide d'un guide d'entrevue semi-structuré, qui était administré au conjoint aidant dans la semaine qui suivait l'intervention, et sur des questions qui portaient, entre autres, sur des aspects facilitants, contraignants de l'intervention, des exemples aussi très concrets des changements qu'ils avaient perçus ou pas dans leur quotidien pour chacune des thématiques qui étaient abordées. Au niveau quantitatif, nous avions une batterie de questionnaires standardisés. Je vais vous épargner tout l'ensemble de chacun des questionnaires, mais en pré- post-intervention, comme je vous le disais tantôt, une semaine avant, une semaine après et 3 mois post-intervention, où on voulait plus particulièrement aller voir le degré de confiance de notre conjoint aidant, son sentiment d'être bien préparé à donner des soins, sa perception de comment il était prêt en vue des besoins futurs de soins, également comment il se sentait capable de mobiliser ou non son réseau de soutien, et également au niveau d'indicateurs au niveau de la détresse psychologique. Alors, comme je vous le disais tantôt, entre avril 2018 et octobre 2020, nous avons recruté quelques 18 conjoints aidants, dont vous voyez la répartition des caractéristiques sociodémographiques à l'écran. Un échantillon autant d'hommes que de femmes, ce qui était surprenant pour nous comparativement aux autres études que nous avions menées antérieurement avec des personnes plus âgées, où il y avait une surreprésentation au niveau des femmes. Dans ce cas-ci, c'était vraiment 50-50. Dont l'âge moyen de ces conjoints aidants-là était de 53 ans, avec un écart type de 7 ans. Mais pour vous donner une idée de l'intervalle en âge, entre 38 ans et 64 ans. Chacun de ces conjoints aidants-là prenait soin d'un conjoint du sexe opposé, avoisinait 5 heures de soins par jour pour l'aide ou les soins qui étaient offerts aux conjoints aidés. Et un peu moins de la moitié des couples avaient des enfants qui résidaient encore à la maison. Pour 5 conjoints, ils étaient également proches aidants d'une autre personne, voire de 2 autres personnes en perte d'autonomie. Et ici, on sous-entend que c'était leurs parents âgés. 10 aidants sont, parmi ces 18-là, étaient encore sur le marché du travail et 3 parmi eux avaient pris la décision de cesser de travailler pour s'occuper de leur conjoint. Concernant les aidés, donc la moyenne d'âge était de 55 ans avec un intervalle de 44 ans, les plus jeunes, à 64 ans pour ceux qui étaient plus âgés, avec un écart type de 5,6 ans. Et
le nombre de mois, ici on est en nombre de mois depuis le diagnostic, était d'environ 10 mois, alors que le début d'apparition des symptômes était en moyenne depuis un peu plus de 3 ans. Alors, ces aidants-là que je vous présente ont réalisé les entrevues post-intervention, les questionnaires et également l'intervention, évidemment. Contrairement à notre prémisse de départ, où nous avions comme a priori que la modalité web serait privilégiée par les conjoints aidants, dû à leurs différents engagements aux multiples rôles, on a dû se rendre à l'évidence que les aidants avaient besoin de parler, avaient besoin de rencontrer une accompagnatrice de vive voix. Et c'est la modalité en présentiel qui a été la plus choisie par les aidants. Parmi les 18, il y en a seulement 2 qui ont choisi le web. Alors, c'était une surprise. C'était un petit échantillon, on ne peut pas en conclure trop de généralisation, mais dans ce cas-ci, ça a été quand même à l'inverse de notre anticipation première. Malgré que le web était apprécié pour ceux qui l'ont utilisé pour son accessibilité et évidemment son asynchronisme. Alors, je vous amènerai maintenant sur ce que nous a révélé davantage ces conjoints aidants-là. Je voulais vous mettre des verbatims de ce que les aidants nous ont dit. Je pense que c'est plus parlant que de mettre des tableaux de chiffres. Alors, les conjoints aidants se sont dit plus confiants face à leur situation, ce qui s'est également traduit dans d'un point de vue statistique entre le temps zéro et le temps post-intervention, où leur degré de confiance était plus élevé. Mais dans les faits, je voulais vous donner le verbatim d'une dame qui disait « Le fait de venir ici, d'aller à sa rencontre avec son accompagnatrice, ça m'a fait réapprendre la nouvelle, le diagnostic, mais de façon différente. Dans le fond, quand on l'apprend, il faudrait que de l'autre côté de la porte, il y a quelqu'un qui fasse ça tout de suite, pour pas qu'on parte comme on est partis là, tous les deux, un peu démolis. La vie n'est pas finie. Il reste encore des bons moments. Il faut juste s'organiser pour en profiter au max. Pour faire une histoire courte, on ne passera pas à côté de la maladie. On ne peut pas la guérir. Il faut vivre avec. Et partir de là, il faut voir de quelle façon on s'y prend. On chiale le restant de notre vie ou on essaie de se trouver des moments de plaisir. Alors, c'est quelqu'un qui a gagné en confiance, mais c'est aussi une belle façon de nous témoigner de recadrage qu'elle a fait preuve. Les aidants aussi qui étaient mieux préparés à donner des soins à leurs conjoints. Ça s'est aussi traduit au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif, je vous présente celui-ci. Oui, il y a des effets très positifs à la stimulation. D'ailleurs, il y a des choses, la stimulation du conjoint ici. D'ailleurs, il y a des choses qu'elle initie elle-même maintenant. Auparavant, c'était comme mort. Maintenant, je lui donne juste une idée, par exemple. Pourquoi on ne fait pas telle affaire? Il manque tel ingrédient dans une recette. Bien, on va le chercher à l'épicerie. Puis là, on le fait. Elle le fait. Et on est capable de se reconnecter. C'était ça que notre aidant nous disait ici. Il se sentait non seulement mieux préparé à donner des soins, mais aussi il misait sur les capacités de la personne dont il s'occupait, le conjoint aidé. C'est aussi l'évaluation de l'intervention par rapport à ce que les aidants sont capables de faire pour se sentir préparés en vue des besoins et de soins futurs du conjoint. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup de renseignements et surtout comment utiliser les ressources et de les utiliser de manière progressive. Ça va donner la possibilité de faire de petites étapes à la fois plutôt que de grosses étapes. Il y a des aidants qui nous disaient « je ne suis pas rendu là, je ne suis pas rendu à cette étape-là ». Mais plutôt que d'attendre de demander de l'aide et de mobiliser plusieurs personnes, on faisait des petits exercices avec eux et de voir quels seraient les besoins actuels, immédiats, des fois simples, qui ne paraissent pas évidents. Est-ce qu'ils auraient la capacité d'aller demander de l'aide? Et c'est ce que cet aidant-là voulait nous traduire, c'est aller de façon progressive, plutôt que de le faire de façon en bloc ou massive à la fin. Une plus grande utilisation du recadrage et des stratégies de gestion du stress a été notée au niveau statistique. Par contre, on n'a pas vu de différence au niveau de la résolution de problèmes, qui semblait être une stratégie qui était assez bien utilisée par les aidants. Il y avait davantage de stratégies utilisées par les aidants pour aider leurs conjoints suite à l'intervention. Ici, une dame disait, c'est des discussions que j'ai eues avec l'accompagnatrice qui m'ont amené à réfléchir sur certaines choses et que là, je les comprends plus. Il y a de nouveaux comportements qui m'amènent plus à retourner à la base et dire, OK, c'est quoi le besoin qui essaie de me communiquer maintenant, mon conjoint?
plutôt que de spéculer sur l'intention derrière. Alors, faciliter la communication. On a également pu constater une diminution du niveau de détresse psychologique. Il y a, et également au niveau quantitatif. J'étais dans une grande détresse. J'y repensais 24 heures par jour avant l'intervention, début de l'intervention. Ça là prenait toute la place. Et c'est comme j'ai réussi là à apprivoiser ça. Un autre nous disait, comme vous m'avez vu la première journée, je ne suis pas sûre que j'étais le meilleur compagnon au monde. C'était pas trop compliqué. Là, je m'en allais en véhicule, je braillais. J'étais chez nous, j'écoutais la musique, je braillais. Parce que je ne voyais plus d'avenir. Et là, je ne braille plus. Ni à la maison, ni dans ma voiture. C'est le contraire. Là, je cherche toujours qu'est-ce que je vais faire comme activité avec ma conjointe. Et je suis toujours en mode défi. Alors, c'est quand même des commentaires qui sont assez, je trouve, qui traduisent bien ce que nos aidants voulaient nous témoigner suite à l'intervention. Je vais y aller, je vois que le temps passe vraiment de façon trop rapide. Je vais aller brièvement une très brève conclusion, puis les remerciements. Vous comprendrez que c'est une petite étude dans le sens où on est limité en termes d'échantillons. On n'a pas de groupe contrôle. C'est des groupes qui sont relativement homogènes. Par contre, ce qu'on a appris, c'est toute la démarche de cette approche participative-là et collaborative-là qui a été gagnante. Ça nous a permis de nous assurer qu'on était sur la bonne voie en tant que chercheurs, en tant qu'équipe. Ça nous a permis aussi, d'un point de vue de recherche, d'éviter d'amorcer une intervention qui aurait non pas seulement répondu aux besoins de la plupart des aidants, mais qui aurait aussi pu avoir un taux d'attrition important chez des personnes qui étaient déjà émotivement chargées et qui avaient un temps limité. Alors, pour nous, c'est important d'y aller vraiment par étapes, par petits pas. C'était donc une approche qui a été gagnante, mais aussi pour les aidants qui nous ont aidés, qui avaient une plus grande expérience avec la situation de conjoint aidant. Et ils nous disaient, ça nous a fait plaisir et on veut participer à ce type d'études-là parce qu'on ne voudrait pas que d'autres conjoints aidants apprennent seulement par essai et erreur et sans soutien. Alors, ils voyaient une contribution et le goût de redonner à d'autres qui vivent des situations similaires. Tous ces aidants-là qui ont participé nous ont dit qu'ils auraient aimé avoir l'intervention au cours des 2 premières années de la maladie de leur conjoint. Alors, ceux qui ont validé l'intervention. Ils ont aimé cette expérience-là et ils se disaient intéressés à poursuivre avec nous dans d'autres travaux qui étaient similaires. Il y a une forte adéquation entre les besoins identifiés et l'intervention, comme on l'a vu. Il y a une bonification de l'intervention qui a été faite avant sa mise à l'essai. Et puis là, je vous ai présenté des résultats qui nous apparaissent assez prometteurs à cette première évaluation-là. Et ce qui nous permettra d'aller plus loin. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est de le faire à plus grande échelle, de l'offrir aussi à la communauté anglophone, de regarder s'il n'y aurait pas moyen de le faire au moyen d'un essai contrôlé randomisé, renforcer un peu les résultats et améliorer cette intervention-là, évidemment. Je vous invite à nous suivre les travaux et nous contacter si vous voulez en connaître un peu plus, si vous souhaitez vous impliquer dans ce type d'études-là. Ne vous gênez pas, vous aurez nos coordonnées. Ici, je laisse le mot à une de nos aidantes qui a participé en disant « Vous m'avez donné beaucoup d'espoir dans mes capacités, dans ma confiance. L'espoir qu'il y a des gens autour de nous qui sont capables de nous aider. » C'était cette lueur d'espoir-là, un espoir dans le fait d'être capable de nous outiller et d'être capable de s'en servir le plus rapidement possible. On a besoin d'aide pas dans 3 mois, pas dans 6 mois. On a besoin d'aide là tout de suite. Et ce que l'intervention a fait pour moi, c'est d'être capable d'enlever des couches de stress sur mes épaules. Alors, je tiens vraiment à remercier, tantôt j'ai remercié les proches aidants qui nous sont à l'écoute avec nous, mais également ceux qui ont participé à ce projet de recherche-là, qui se sont engagés généreusement à partager leur histoire de vie, à nous aider à développer, à valider, à mettre à l'essai, à évaluer, pour qu'au bout de la ligne, on offre une intervention qui se veut la plus pertinente pour les conjoints aidants. Alors, je tiens sincèrement à les remercier. J'ai également le grand privilège de travailler avec une équipe de recherche qui est hautement engagée en regard de l'amélioration du soutien des services. Alors, je tiens aussi à les remercier. Vous les avez présentés à votre écran, mais ça prend plusieurs personnes pour amener à bien un tel projet. Alors, je les remercie infiniment, ainsi que tous nos partenaires, dont l'Association québécoise des infirmières en gérontologie, la SOFAD qui nous a aidés avec la plateforme, tous les centres qui nous ont aidés dans le recrutement, parce que pour trouver, comme vous avez vu, le petit chiffre de 3 % pour aller
cogner à bien des portes pour trouver ces conjoints aidants-là. Alors, le CIUS du Centre-Sud, le CIUS de l'Est de l'île, le Centre hospitalier universitaire de Québec, le CHUM, la Fédération, évidemment, québécoise des sociétés Alzheimer et les sociétés Alzheimer régionales. C'est également l'appui pour les proches aidants et les différents organismes communautaires. Et évidemment, les organismes subventionnaires, le RISIC, le gouvernement du Québec, le ministère de la Famille du gouvernement du Québec grâce à sa subvention CADA et aussi le Fonds de recherche santé. Alors, je vous remercie de votre attention. Je suis prête à prendre des questions. Je vois que le temps file sensiblement. Peut-être que vous pourrez également, si vous le souhaitez, écrire via l'adresse courriel si on manque de temps. Alors, merci. Merci beaucoup, Dr Dubé, pour cette excellente présentation. Je crois que là, vous avez très bien montré l'importance finalement que les proches aidants ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans ce long processus. On a beaucoup de questions. Alors, la première, c'est juste une question technique là. Est-ce que la présentation pourra être rendue disponible au format PDF? Le webinaire est enregistré, mais certains voudraient avoir la présentation si vous vous sentez à l'aise de la partager. Ça sera mis sur le site le site de la chaire, ça sera disponible. Il y a plein d'éléments d'information si vous voulez aller voir concernant les différents programmes que nous faisons. Parfait. Alors, vous avez en fait parlé effectivement que le programme Apprendre pour cheminer ensemble était surtout destiné aux conjoints aidants qui vivaient effectivement une réalité bien particulière. Est-ce que vous pensez que ce programme-là aurait aussi le même impact chez des enfants de personnes atteintes à un stade précoce? Forcément, ne vivent pas la même réalité. Exactement. Je pense qu'il faudrait faire preuve d'une certaine prudence, aller s'assurer d'avoir, de bien identifier les besoins qui sont définis par ces enfants-là et aussi par tranche d'âge. Ce qu'on s'est rendu compte dans le propos des aidants qu'on a accompagnés, c'est qu'il est très différent quand on a des jeunes enfants d'âge scolaire, à l'école primaire, des adolescents versus des jeunes adultes qui se questionnent sur la maladie, sur le fait qu'ils pourraient développer cette maladie-là, qu'il y a des enjeux éthiques aussi à travers ça. Alors pour moi, il y a une certaine prudence. Il y a certainement des éléments clés qui seraient nécessaires, des thématiques en termes de communication, en termes de stimulation. Mais il y a d'autres éléments qui peut-être mériteraient d'être évalués en termes de leurs besoins spécifiques à ces jeunes. Excellent. Toujours une question qui est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que, justement, vous l'avez présenté dans un contexte de recherche, mais oui. Est-ce que ça peut être rendu disponible justement pour des proches aidants qui sont dans ce parcours-là et donc, a fortiori, de référer des proches aidants vers le programme de formation? C'est vraiment notre plus grand souhait actuellement et c'est pour ça qu'on veut une étude qui sera à large spectre pour voir comment ça se passe in vivo et non pas dans un contexte recherche pure. Là. On veut le rendre le plus pragmatique possible et voir qu'est-ce qu'il en serait. Alors ça, c'est la prochaine étape. Ben écoutez, en tous les cas, je pense qu'on a déjà eu cette conversation ensemble, mais je crois qu'on va raviver. On va continuer cette conversation. Également, une question par rapport à l'impact de la COVID, justement, sur les proches aidants, notamment les proches aidants, les conjoints aidants. Est-ce que vous avez remarqué, d'une part, qu'il y avait une augmentation peut-être de l'aide, la demande d'aide qui s'est plus matérialisée à travers le programme de formation? Est-ce que on connaît que la COVID a effectivement eu un impact majeur sur les proches aidants, surtout sur les proches aidants de personnes atteintes, en raison tout simplement de facteurs structurels. Mais est-ce que ça s'est ressorti dans la formation, dans le verbatim justement des proches aidants? Est-ce que ça a été quelque chose qui a augmenté la charge émotive du proche aidant à ce moment-là?
Écoutez, on n'avait pas énormément de conjoints aidants dans la phase de la COVID, mais ceux qui étaient avec nous nous disaient je suis heureux d'avoir cette intervention-là, compte tenu que je n'ai pas accès à d'autres types de services actuellement et que je me sens, c'est comme un double isolement. Il y avait celui qui est lié au confinement, mais il y a aussi celui d'avoir récemment reçu un diagnostic et pour lequel je ne peux pas parler, en discuter, aller chercher de l'aide selon les mécanismes ou les moyens usuels. Alors ça, oui, ça a ressorti pour ces aidants-là. Après ça, je pense qu'on n'a pas fini de comprendre et de saisir tous les impacts que la COVID a pu avoir sur les personnes qui accompagnent ces personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et plus particulièrement ceux dont le diagnostic a coïncidé avec le moment de la COVID. Alors, tous les suivis qui ont été décalés dans le temps et tout le soutien qui sera nécessaire. Alors, je pense qu'il faudra être vigilant pour nous assurer de répondre adéquatement à leurs besoins dans ce contexte qui est si particulier. Alors, vous avez également parlé de la différence entre la modalité web et en présentiel, où justement les gens préféraient plus d'avoir ce contact avec l'intervenante. Encore une fois, dans un contexte le contexte actuel que l'on vit, est-ce que vous pensez que l'approche web, malheureusement, elle devra prendre un petit peu plus de place et quel sera à ce moment-là peut-être son impact auprès des proches aidants, même si déjà vous avez une indication que le face-à-face est beaucoup plus pertinent? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas négliger une modalité qu'on utilise peut-être moins maintenant, qui est le téléphone. Et finalement, qui nous permet d'avoir un échange verbal qui est en mode synchrone et en même temps qui évite peut-être à des aidants qui n'auraient pas le goût d'écrire ou de clavarder ou d'être installés devant un écran pour différentes raisons. Fait que je pense qu'il faut demeurer ouvert et flexible sur différentes modalités, y compris des modalités qu'on a peut-être reléguées à un autre temps, qui est finalement le bon vieux téléphone. Alors, pour moi, ce serait comme une extension de modalité. Excellent. Une question également par rapport justement à la modalité. Est-ce qu'une intervention en petit groupe a été envisagée dans le cadre de la recherche? Pas dans ce cadre-ci, c'était vraiment des interventions individuelles qui étaient demandées. On disait que chez les conjoints aidants, ce qu'ils nous ont dit, c'est on sait qu'il existe des groupes de soutien. Parfois, ces groupes de soutien-là ne sont peut-être pas à des moments qui nous conviennent, mais au-delà de ça, on a à essayer de comprendre ce qui se passe et on n'est peut-être pas prêt à se divulguer dans un groupe et à entendre aussi les difficultés des autres quand on a de la difficulté nous-mêmes à bien saisir comment ça se passe. Est-ce que dans un programme pour des gens qui sont à une phase plus avancée dans leur rôle de proche aidant, on ne pourrait pas penser à avoir des groupes de soutien ou ajouter cette modalité de groupe, par exemple, dans des forums, si on utilisait une intervention qui est davantage en ligne, il y aurait différentes modalités, mais encore là, il faudrait bien jauger et voir qu'est-ce qu'il en ressent. Excellent. Plusieurs nous demandent si justement ils peuvent référer encore au programme à prendre pour cheminer ensemble. Est-ce que vous êtes encore en mode recrutement ou bien c'est pas... On est en attente de financement, mais je vous dirais, contactez-nous, puis on verra qu'est-ce qu'il est possible. À la limite, on pourra créer une liste, une petite liste d'attente, mais on trouvera des façons, je vous dirais, de soutenir ces conjoints aidants. Parfait. Alors, écoutez, n'hésitez pas là à poser des questions. J'ai une question plus particulière par rapport effectivement, c'est une proche aidante qui vous pose la question. Son mari a la maladie d'Alzheimer à début précoce. Et ce qu'elle remarque, c'est qu'il y a une modification au niveau de sa vision. Est-ce que, donc, il semble
avoir de la difficulté à focuser sur des objets devant lui. Donc, sa question plus particulière, et puis il y a eu un examen ophtalmologique pour savoir si justement la vision était en question ou pas. Ce n'est pas le cas. Et donc, la question, c'est est-ce que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer voient comme nous? Oh, c'est une bonne question. Je ne suis pas une spécialiste dans le volet vision. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour répondre à ce domaine-là. Ceci étant, je pense qu'il faut, pour mieux interagir et maintenir la communication, vraiment s'assurer que tous les sens sont utilisés de façon optimale, c'est-à-dire, oui, au niveau de l'audition, au niveau de la vision, au niveau de notre façon de communiquer, je pense qu'il faut garder ça optimisé. Excellent. Alors, si c'est sûr qu'on a dépassé un petit peu là le temps accordé au webinaire, mais je pense que la discussion et la thématique se portait bien à la discussion. Alors, n'hésitez pas, si vous avez encore une question, là, on va la prendre avant de remercier notre conférencière. Donc, soit en utilisant la boîte de dialogue ou la boîte de questions-réponses. Et la même chose également sur notre page Facebook. Si vous avez aussi une question, n'hésitez pas. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera rendu disponible juste après la conférence sur nos différentes plateformes, que ce soit sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Et vous allez également recevoir un courriel avec justement les références qu'a mentionné Dr. Dubé, de même qu'un court sondage pour avoir votre retour, votre évaluation du webinaire d'aujourd'hui et surtout nous aider dans la programmation là, qui s'en vient pour janvier 2021. Alors, si vous pouviez également prendre le temps d'y répondre. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, sur ce, je vais vraiment vous féliciter, Dr. Dubé, pour tout le travail que vous faites et surtout encore plus dans des circonstances qui apportent beaucoup de défis pour les proches aidants. Votre travail prend beaucoup plus de sens maintenant, surtout en période de COVID. Alors, merci beaucoup pour cette excellente présentation et également merci pour tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Le prochain webinaire va avoir lieu le 2 décembre, donc à la même heure. Il sera présenté par Dr. Nicole Leclerc et sur un thème tout à fait différent, où là, on va aborder la contribution de la protéine Tau dans la maladie d'Alzheimer. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et encore une fois, vraiment, je tiens à vous remercier chaleureusement, Dr. Dubé, pour cette présentation, votre présence avec nous encore aujourd'hui, et puis toutes les personnes qui se sont connectées à ce webinaire. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous souhaite de la santé et restez bien en santé, là, surtout. Merci. Merci à tous.